Bienvenue à Grande Contrôle pour cette journée exceptionnelle consacrée à la culture hip-hop, de la danse. Tout à l'heure, un concert de Benjamin Epps avec DJ Stretch et bien sûr un DJ set avec DJ Fab, une des légendes du hip-hop français. Je sais qu'il est dans la salle. Et des légendes, il y en a aussi ici pour cette rencontre. Et puis des journalistes aussi. On va commencer par Emmanuelle Carinos. Salut Emmanuelle. Tu es rédactrice à l'ABCDR du son et depuis 2017. Et tu écris essentiellement sur le rap français. Et tu es également chercheuse en sciences sociales. Et justement, tu es en train d'écrire une thèse sur le rap français et les procès dans le rap français. Tu nous en diras un petit peu plus, même s'il y a peut-être des nuances à rajouter tout à l'heure. Emmanuelle Carinos, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons Zo, qui est aussi journaliste à la BCDR du son depuis 2006. Tu écris essentiellement sur la musique. Ta spécialité, c'est le rap français. Et le rap français plutôt confidentiel. La scène alternative, le rap du 18e, le rap des années 90-2000. C'est ça? Merci d'être avec nous. C'est Zo de la BCDR du son. Et nous avons Texaco. Tu as co-créé le fanzine Get Busy. Tu as été manager de Fab et de Sléo. Tu as été directeur de l'agence de com 360, la première agence de street marketing en France. 4-4 avec Cut Killer également. Là aussi, c'est du street marketing. Consultant, directeur marketing de la marque de streetwear Vrung. Et puis pour Red Bull aussi, pour MySpace. Et tu es toujours d'ailleurs consultant marketing pour différentes marques. Tu as sorti 2 livres, Street Style avec Tequila Tex et Tonton Gibbs aux éditions Larousse en novembre 2021. Et un an plus tard, le livre Hip Hop Culture avec Comer et François Gautret, qui est là aussi, toujours chez Larousse. C'est bien ça. On applaudit Texaco, qui est avec nous. Nico Noki, notre légende. La danse a démarré pour toi au début des années 80. Tu as fait partie des Paris City Breakers avec Solo, qui est avec nous. Le groupe de B-Boy de l'émission HIP en 1984. Début 90, tu te lances dans la prod et tu produis la compilation Police. Tu produis également Hostile, la compilation volume 1 et 2. Un morceau sur la compilation Police, sur la compilation Hostile. Tu produis également pour Passy, Bisson Abisso, Asia et Orichas. Et avec eux, d'ailleurs, tu remportes un Grammy Award, meilleur producteur. C'était en 2002. Nous avons un winner. Bravo. Tu as également fait l'habillage sonore musical de l'Expo Hip Hop 360 à la Philharmonie. Ça, c'était l'année dernière avec François Gautret. Et puis, tu as fait la BO des films de Maïmouna Doucouré, Awa, qui vient de sortir, et Mignonne, qui était donc un super film qui est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans d'ailleurs. Donc tu as fait la musique. On te retrouve juste après la rencontre pour une rencontre cette fois-ci danse, avec un jam que tu as organisé avec ton équipe. Nico Noki. Pour ceux qui ne connaissent pas, retenez. J.R. Ewing, c'est une légende dans le hip-hop français. Il est là, il est en train de faire ses dédicaces sur ses cartes postales. D'ailleurs, où est la mienne? Oeno, J.R. Ewing ou Brian, autant de noms que de vie du graffiti vandale au début des années 90, notamment le fameux coup de la station Louvre. Une vie folle également dans la musique, dans les années 90. Avec ton label Arsenal Records, tu as produit le groupe La Clica, Hachim, IDLJ avec Le Combat Continue. Tout le monde se souvient du clip censuré d'Hardcore avec les images d'actu. Ça, c'est toi, Brian. Et puis comme Texaco, tu es le roi du street marketing. Tu es aussi le patron des mixtapes avec les Narcotic Brothers et dernièrement avec Carnivore Crew. Aujourd'hui, la peinture et la musique sont tes activités principales. J.R. Ewing. Attendez, je tourne la page. Solo, ex-assassin, l'un des activistes les plus légendaires du hip-hop français. Merci Solo. Breaker, rappeur, producteur, DJ et directeur artistique du lieu qui monte sur la capitale qui s'appelle le 211. Allez-y, c'est hyper bien. Avec 4 titres de champion d'Europe de Jiu-Jitsu. Un titre de champion du monde de Jiu-Jitsu. Et tu vas bientôt, Solo, aller chercher le titre de champion panaméricain. Solo est avec nous. Faut que vous voyez. Tu vas l'avoir, ce titre? Bah oui. Bah oui.
Il a dit Brian. Même s'il l'a pas, il l'a gagné quand même, il dit. Eh ben oui, nous on est avec toi. Madge, un résistant culturel, co-animateur de l'émission Fusion Dissidente sur Radio Beurre, co-initiateur de la compilation fondatrice de la scène rap français, Rapatitude, partie prenante du projet 1130 contre les lois racistes. Tu as organisé pas mal de concerts de soutien alliant musique et contestation. Et tu es surtout l'un des fondateurs et la figure de proue du label Assassin Productions, premier label indépendant du hip-hop français. En 2003, tu as créé le collectif La Bande des Quatre et tu as sorti un album instrumental, Hors Contrôle. En 2018, tu as sorti 2 volumes de la compilation vinyle Motor City consacrée aux premières heures du label Motown. En 2019, dans le cadre des 50e rencontres photographiques d'Arles et à l'occasion du 60e anniversaire de Motown, tu étais co-commissaire de l'exposition Dancing in the Street. En tant que DJ, tu mixes régulièrement un petit peu partout en France. Tu es dans l'organisation de cette journée consacrée au hip-hop ici à Grande Contrôle. C'est toi qui nous réunis aujourd'hui. Et là, tout de suite, autour de cette question, la culture hip-hop est-elle toujours ou encore une contre-culture? Pourquoi la poser, Madge? Bonjour à tous. Déjà, ça fait plaisir. On est nombreux. Tout simplement parce que par le quelconque biais qu'on soit rentré dans cette culture, c'est des questions qu'on se pose pas. En fait, on rentre dans un mouvement culturel, dans une culture par kiff, par affinité. Il y a plein de choses, mais c'est des questions, je veux dire, d'ordre un peu intellectuel ou sociologique ou ethnologique qu'on se pose pas forcément. Et aujourd'hui, après au moins 4 décennies de culture hip-hop en France, peut-être qu'on est assez grand pour se la poser. En même temps, c'est aussi une manière d'ouvrir la porte vers d'autres préoccupations. C'est un alibi finalement, mais c'est une question qui mérite aujourd'hui d'être posée, et je ne doute pas qu'elle suscite des polémiques dans le bon esprit, mais des échanges peut-être vigoureux. Oui, parce qu'on m'a dit comment on peut être à la fois une pop culture et une contre-culture. Donc il y a peut-être des nuances qu'on va apporter justement au fur et à mesure. Et notamment, toi, Texaco, c'est absolument plus du tout une contre-culture, la culture hip-hop. Non, pour moi, déjà c'est une culture mainstream. Donc si tu es mainstream, tu n'es plus une contre-culture. Et c'est devenu un produit de consommation courant. Voilà. La preuve, c'est que tu vas chez Kiabi, ils vendent des t-shirts de Notorious Big, tu vois, donc... j'y vais pour venir ma fille. Donc à partir de là, à partir du moment où c'est aussi diffusé dans les trucs qui n'ont rien à voir avec les contre-cultures, c'est plus une contre-culture pour moi. C'est plus une contre-culture. Toi, Brian, tu dis plutôt que puisque c'est une culture, c'est aussi une contre-culture, et que chaque culture a sa propre contre-culture. Ouais, alors là, tu commences à pousser un peu loin. Là, on est dans le niche. Mais non, bien sûr que c'est une contre-culture, parce qu'après, mais les gens, ils vont pas vraiment voir ce qui se passe. Le métro parisien, actuellement, il est ravagé, comme jamais il a été ravagé. OK? Jamais. OK. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les gars te rentrent en une année sans métro, ligne 6, elle est ravagée. Ça roule, c'est un truc de fou. Après, t'écoutes... mais il faut aller chercher, il faut diguer, tu vois. Ouais. Après, tu dis que les gens ne savent pas diguer, donc du coup, ils ne voient pas la contre-culture. Non, parce que après, c'est simple. Après, tu travailles avec ton algorithme. Mais quand t'écoutes des gars comme Griselda et tout, c'est fini, le rap politique. C'est que du rap de dealers, d'assassins, de trucs. Les paroles, elles sont super violentes. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Mais je sais même pas, ok, freedom of speech aux États-Unis, mais moi je digue toute la nuit en même temps que je peins. Les gars, laisse tomber, ils sont burnés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est toujours pareil. Donc c'est clair que si t'écoutes Matt Pokora et tout, il n'y a pas de contre-culture. Ouais. Mais tu vas sur Griselda, c'est simple, hein, tu tapes Griselda sur Google ou sur YouTube, et tu vois les gars. Ils s'en battent les couilles des thunes, en plus. Qu'ils achètent des chaînes en or, des grosses voitures, il n'y a pas d'investissement. Les gars, ils sont tous fait tirer dessus au moins 7-10 fois. Voilà, donc
c'est pas génial, c'est pas le truc qu'on peut conseiller aux jeunes, tu vois. Mais après, il y a une catharsis, tu vois. Donc après, si ça peut permettre à des petits jeunes de province et tout, de se calmer et tout, en écoutant ce que c'est que des vrais méchants, c'est bien, c'est ce qu'on appelle la catharsis. Moi, je commencerai déjà par la première question, c'est quel sens on donne au mot culture? C'est quoi? Et c'est quoi contre-culture? Qu'est-ce qu'on entend? Parce que pour moi, la culture hip-hop, aujourd'hui, elle a pris une telle place qu'elle est les deux. Elle est contre-culture, mais elle est culture mainstream aussi, quoi. Elle a couvert le spectre. Et elle prend tous les aspects auxquels on peut penser. Tout est pris. Et j'ai tendance à dire, depuis quelque temps, quoi que ce soit qu'on argumente, hip-hop wins again. Ah, de dingue, c'était pas prévu. C'est de la merde, ou c'est ceci, c'est cela. Ben ouais, mais hip-hop wins again. On est dans quelque chose vraiment qui va aller à l'encontre de ce qui nous est proposé et ainsi de suite. Oui, hip-hop wins again. Ah, mais le hip-hop est quand même au centre de la chose qui prend toute la place et qui devient incontournable. Ben oui, hip-hop wins again. Donc, qu'est-ce qu'on entend par contre-culture? Après, effectivement, il y a différentes visions de la chose, mais pour moi, j'ai du mal à dire contre-culture. Il y a des aspects qui en sont, mais pour moi, hip-hop aujourd'hui, c'est la culture. Mais les deux vont ensemble. Tu dis qu'il y a des aspects qui en sont. C'est quoi ces aspects pour toi qui sont encore, on va dire, unanimes de contre-culture? Le fait d'être dans la vie où on brûle tout par les deux bouts et que c'est genre nique la société et nous on nique tout le monde et ainsi de suite, bah, si c'est pas hip-hop, ça, je veux bien qu'on m'explique. Et que ce qui nous a animés vraiment de base, que ce soit de ce côté de l'Atlantique ou de l'autre côté, c'était cet aspect quand même. Comme je l'ai déjà dit dans une autre conférence, I am somebody, quoi. C'est quelque chose qui nous permet de nous référencer, de nous reconnaître et de nous positionner dans la société. Et c'est ces signes de reconnaissance qui nous posent. Donc ça, il y a un côté, ça y est, pour moi, qui même dans le mainstream maintenant, est une évidence que nous avons posée et qui est colportée au-delà de peut-être ce qu'on voudrait y mettre, mais qui est là, quoi. De B.I.G, comment il se comporte et comment il a rappé ou comment il a fait ses choses, Tupac, c'est-à-dire tout ce qui est devenu de l'ordre des icônes de la culture mondiale, c'est quand même hip-hop ici, hip-hop là. Donc pour moi, ça c'était un signe de contre-culture qui maintenant a pris tout l'espace. Je sais pas comment le dire mieux, mais... Si tu regardes même... une chanteuse comme Angèle ou quoi et tout, tu sens qu'elle est influencée grave par le rap. Toute la nouvelle pop, la nouvelle variété française et tout, moi je les repère, tu vois. Moi je suis super éclectique, j'écoute de tout. Et ben tu vois comment ils font leurs 16 mesures, comment ils s'organisent et tout. Booba, pas Booba, truc et tout. De toute façon, voilà, tu sens qu'il y a... Comme vient de le dire Solo, quoi, l'influence, elle est énorme. Je ne veux même pas parler des marques de luxe. Tu vois, les marques de luxe, c'est un truc de ouf. Quand tu penses que nous, dans les années 80, on galérait pour rentrer en boîte de nuit, tu vois, maintenant, c'est... Voilà, tu vois, donc culture contre culture, ça ne veut plus rien dire, quoi. Tu vois, Nico Noki, toi, tu dis effectivement que c'est la culture dominante. Donc, du coup, il n'y a pas de contre-culture. Mais, tu vois, tu organises un jam tout à l'heure. Il y a quand même des choses qu'on peut voir et qui sont encore comme à l'époque, on va dire. Ben, ça a pris tellement de place, je pense. La culture hip-hop a pris tellement de place dans l'espace public, dans la culture, dans tout ce qui se passe. Finalement, tu vas prendre une partie, oui, qui va rester un peu underground, qui va être un peu plus rough quand on organise des jams, mais on organise du jam dans un lieu, c'est prévu à l'avance, etc. Tu vois, ça n'existait même pas en réalité. Il y avait des soirées, on y allait, on se posait pas de questions. Donc, contre-culture, je suis pas sûr. C'est tellement un truc qui est dominant, même dans la musique, tu vois, depuis
je sais pas, vous saurez peut-être mieux que moi, mais depuis 2015-2016, les 10 premiers albums, c'est des albums de rap en France, alors que les années d'avant, c'était pas forcément le cas, tu vois. On occupe tout l'espace. Et là, par exemple, je regarde les gens, il y en a plein qui ont des vestes, tout le monde est en basket. Dans les années 80, on n'était pas en basket, ça veut dire on a pris tellement de place. Non, mais c'est ça, tu vois. Il y a un moment, on a pris tellement de place, même sans s'en rendre compte. Tout le monde a été emporté par cette culture-là. Et c'est vachement mainstream quand même. On donne des cours à des enfants de danse, ça n'existait pas. Tu vois, il y a le break va au JO, tu commentes, bah, c'est pas très contre-culture, quoi. Tu vois, c'est un truc organisé avec des grilles de notation, des juges qui sont assis. Le break est contre-culture. Après que ce soit diffusé au plus grand nombre. Est-ce que finalement les disciplines elles restent quand même le graffiti, on en a parlé. Mais ça dépend comment tu la pratiques, parce que là il parlait des mecs qui défoncent les trains, mais il y a d'autres gens qui vont pratiquer dans d'autres espaces. Il y a aussi, ça se vend aussi en galerie. Il y a des t-shirts. Et parce que ça se vend en galerie, c'est plus du graffiti pour toi. Et parce que je t'ai pas dit que c'était pas du graffiti. Je t'ai juste dit que il y a le côté underground, il y a des gens qui sont encore underground, qui vont aller graffer des métros, etc. Mais d'un autre côté, on peut aussi acheter des t-shirts avec des graphes d'artistes dans les chaînes de magasins de fringues, donc ça envahit tout l'espace. Il y a un moment, donc d'accord, il y a peut-être une part qui reste un peu underground, mais c'est ceux qui vont défoncer les trains. C'est les gens comme les Total Feeling ou Fado qui organisent des jams un peu plus underground, qui restent quand même réservés aux gens qui font partie de cette culture, mais qui sont vraiment dans cette culture. Mais après, à côté de ça, on va organiser les Jeux Olympiques qui vont passer à la télé. Et la façon de s'entraîner des gens, et tu le sais très bien, on va s'entraîner à l'INSEP. Certains, oui, certains. Mais ça, c'est pas très underground comme manière de pratiquer son art ou sa discipline. Donc, c'est quand même vachement mainstream. Donc ce serait l'underground qui aurait basculé à la lumière et qui, du coup... c'est-à-dire, c'est comme les contre-cultures, quand ça commence, à un moment, il y a de la récupération, par les grandes marques, etc. Je sais pas si les gens du mouvement hip-hop ont reçu 1 euro parce que tout d'un coup, Run DMC, après nous, on a porté des Clyde ou des superstars, etc. Tu vois, ça nous dépasse en vérité. On a lancé une sorte on a lancé un mouvement comme ça qui a été récupéré par les grandes marques, dans le disque. C'était vachement vrai quand même, ça restait underground, etc. Mais c'était quand même les maisons de disques qui produisaient. Alors la chance qu'on a, c'est que peut-être qu'avec Internet, etc., il y a plein de groupes, finalement, le mode de diffusion rend que tu deviens un peu plus indépendant et peut-être que tu peux retrouver un peu d'indépendance. Mais à côté de ça, à part si tu vas vraiment chercher, etc., en général, est-ce que le contenu, c'est le même qu'avant? Pas forcément. On a peut-être gagné en indépendance parce qu'on sait faire et on sait se débrouiller tout seul. On s'est peut-être séparé un peu de la mainmise des maisons de disques, des grosses maisons de disques sur plein d'artistes, mais ça reste quand même... c'est la musique dominante. La façon de s'habiller, ça reste quand même vachement... c'est devenu quand même une culture dominante dans l'ensemble. Mais vous avez tous contribué à ça. Juste, oui, vas-y. Juste pour finir sur ce que Nico disait, qui est très intéressant. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mais ce matin, il a 23 ans, le nouveau danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui fait du break de ouf aussi et tout, a été le premier homme de couleur, à 23 ans, désigné danseur étoile à l'Opéra de Paris. Et donc, ça prouve qu'on lutte, mais ça avance. Mais en fait... je crois qu'on dit un petit peu tous la même chose, c'est qu'on a couvert un large spectre, mais quelle définition on donnerait au truc de contre-culture? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Vas-y, Match. Non, moi, je ne vais pas donner de définition, mais je vais essayer d'exprimer un point de vue mon point de vue sur cette question. Moi, personnellement, je suis convaincu que la culture hip-hop, par essence, est une contre-culture. Par essence. Par essence. Oui. C'est-à-dire dans ses conditions d'apparition, ses conditions de naissance. Solo a prononcé tout à l'heure le mot « I am somebody ». Ça veut dire quand le hip-hop naît dans le Bronx, délabré, pourri, qui ressemble plus à l'Irak d'aujourd'hui ou l'Ukraine qu'à la première puissance du monde,
se dire par la pratique artistique, je suis quelqu'un, selon moi, c'est un acte de contre-culture. Redéfinir des règles ou imposer de nouvelles règles picturales, c'est une forme de contre-culture. Redéfinir la manière de faire la musique, c'est une forme de contre-culture. Et j'en passe. Et la danse. Bien sûr. La danse. Même si elle puise dans une tradition de danse qui existe déjà, comme la musique, comme la hip-hop musique, puise dans une tradition musicale qui existait déjà, les nouvelles normes qui ont été amenées par la danse hip-hop, selon moi, c'est de la contre-culture. Alors après, je vais mettre une nuance. Parce que c'est une question dont l'intitulé est simple, mais la réponse est beaucoup plus complexe. Je dirais que l'époque où ça se popularise, c'est-à-dire fin des années 70, début 80, on est aux États-Unis. La société américaine est dans un processus bien particulier. Le monde est dans un processus bien particulier. On sort d'une époque qu'on va définir comme post-68 hard, avec des supports idéologiques très forts. La lutte des classes dans le monde entier. La prégnance du marxisme, par exemple, en termes de réflexion. Et fin des années 70, début 80, on va passer à autre chose. On va passer à un nouveau modèle que je définirais comme le retour du capitalisme le plus sans limite. En fait, c'est là que ça a commencé. Et si vous regardez bien même la perception, parce qu'après nous, c'est une culture d'emprunt. On n'a pas inventé le hip-hop, on l'a emprunté et on l'a adapté pour le développer ici. Et si vous regardez bien l'époque de la France, même à cette époque-là, on est complètement dans le culte du patron dynamique, de l'entrepreneuriat. Donc on passe complètement à autre chose. Et finalement, cet acte culturel de révolte, parce que moi je le vois comme ça, même danser par terre comme ça sur des cartons, pour moi c'est un acte de révolte à cette époque-là, finalement, au fil des années, va se transformer comme, je ne sais plus qui l'a dit, mais finalement un bien de consommation, même si à côté, le real shit existe toujours, et existera toujours, que ce soit dans toutes les disciplines. Mais en même temps, on a cette version mainstream qui est déformée par le développement de l'industrie du disque, notamment parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le hip-hop, il y en a, ils parlent de hip-hop comme ils parlent de rap. Quand ils parlent de rap, il y en a qui pensent que c'est une danse. Mais on ne voit pas ça, en réalité. C'est pour ça quand j'entends que la culture a gagné, la culture n'a rien gagné. C'est peut-être Nike qui a gagné en vendant des chaussures. C'est peut-être le modèle culturel américain, parce qu'il y a aussi cette volonté d'uniformiser, en termes de culture, la planète entière. Et les plus forts pour ça, c'est les Américains. Et depuis longtemps. C'est pas un truc nouveau. Mais le hip-hop et cette culture a servi aussi à ça. Donc la culture, pour moi, elle n'a pas gagné. Mais elle demeure malgré tout une démarche de contre-culture. Et ce que je déplore aussi, finalement, avec le temps, mais c'est pas grave, c'est comme ça, l'histoire est comme ça. Si on regarde bien, finalement, on est arrivé dans un paradoxe, et je vais terminer là-dessus, où le hip-hop conserve sa charge de contre-culture, mais en même temps, je dis le hip-hop, certaines choses s'y rattachant, sont devenus finalement les meilleurs canaux de diffusion et de promotion du système capitaliste, qui est un système de domination. Donc on est dans tout et son contraire. Justement, c'est le début. Voilà, on justement. est dans tout et son contraire. Si on regarde certaines grosses têtes du rap français aujourd'hui, on va parler pour la France parce que ça sera peut-être plus clair pour tout le monde, mais on pourrait regarder ça ailleurs. Certaines des grosses têtes du rap français aujourd'hui, des mastodontes, je pense qu'ils... Je sais pas quel bulletin de vote ils mettent dans l'urne, mais quand je les entends parler, c'est pas loin des Républicains. Voilà, c'est pas très loin. Donc voilà, c'est une question qui paraît simple, mais dont la réponse, selon moi, est bien plus complexe, parce qu'il y a des trucs qui ont déformé tout ça, en fait. Donc je répète, l'industrie du disque, l'argent, l'argent, voilà, tout ça. Et puis la transformation, tout simplement, de la société. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes que nous on était. On n'avait pas le même background. L'ego aussi. Entre autres, mais ça, dans les milieux artistiques, ça a toujours existé partout. La définition solo de contre-culture, c'est une culture nouvelle, souvent parallèle ou souterraine, qui entre en rébellion avec la culture officielle, dont elle inverse les normes et les valeurs. Il vient de le dire, il y a toujours cette charge. Moi, c'est ce que j'exprimais un peu avec des mots, j'étais un peu confus.
Mais de voir que dans la culture mainstream, il y a beaucoup de repères ou des choses qui sont mises en avant qui sont de l'ordre de la culture hip-hop. Et de l'autre côté, toujours cette charge de rébellion. Parce que la manière dont les uns et les autres, par exemple, s'emparent du rap pour crier ce qu'ils ont envie et ainsi de suite, ça reste de l'ordre de la rébellion, comme le disait Match. Donc pour moi, les deux sont inclus, mais quand on dit contre-culture, on s'attend à n'entendre parler ou ne voir que l'aspect rébellion. Et effectivement, il est moins présent ou moins prégnant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inexistant ou qu'il est passé sous silence, quoi. Donc, je trouve que c'est compliqué, comme il vient de le dire Madj. C'est très compliqué. Il y a des nuances. Zo, tu es journaliste depuis un petit moment. Et toi, c'est ce qui t'a plu au début, le rap français, c'est qu'effectivement, c'était une contre-culture quand Pas que le rap français d'ailleurs, le hip-hop en général. Et aujourd'hui, tu vois, le débat, c'est est-ce que le hip-hop est une contre-culture? Pour moi, déjà, une contre-culture, c'est un truc de jeunesse. Et aujourd'hui, effectivement, ça a été très bien illustré. Le hip-hop a infusé toute la société. Mais aujourd'hui, tu parles à un jeune du hip-hop, c'est un objet nébuleux pour lui. Ça a été un peu évoqué déjà. Il n'a pas de définition claire de ce qu'est le hip-hop. C'est une espèce d'objet du passé, limite, qui retrouve dans plein de références culturelles à droite à gauche, mais il n'a pas ce truc des 4 éléments, du do-it-yourself, de diguer, qui est un mot hyper important, qui a été déjà dit dès le début d'ailleurs quand on a commencé à parler. Et déjà, je pense que ça, c'est le premier problème. Alors, est-ce qu'on a loupé une transmission? Est-ce qu'on a laissé les arts se séparer entre eux alors qu'il fallait pas? Là-dessus, moi, je suis plutôt un gars de la deuxième moitié des années 90 et surtout des années 2000. Donc, il y a des choses, je pourrais pas y répondre. J'ai pas le vécu qu'il y a ici autour de cette table. Mais il y a clairement eu déjà un problème, je pense, dans ce qu'on a laissé dans l'esprit des gens et des jeunes générations d'aujourd'hui de ce qu'était le hip-hop. Ensuite, ce que je pense, moi, c'est qu'effectivement, cet esprit de rébellion, on le trouve uniquement aujourd'hui, plus que dans l'underground ou dans le graffiti, qui lui déjoue notamment s'amuse de la société de surveillance, d'ailleurs c'était depuis le début, hein, de la Comatec, de la Brigade RATP, du GPRS, etc., etc. Je vois que ça fait bien marrer Brian et je sais bien. Prends le à la micro, limite, Brian. ça me fait plutôt plaisir en termes de contre-culture. Je trouve qu'elle est encore dans le graffiti. Mais dans le rap français, en plus aujourd'hui, il y a une telle offre. Tu peux pas savoir, tu peux plus suivre humainement ce qui est produit aujourd'hui en rap français. Donc si tu choisis pas ta niche, cet esprit de contre-culture, tu le vois pas. Et aujourd'hui, ça a été un peu évoqué aussi. Aujourd'hui, pour moi, la subversion dans le rap français, c'est limite la théorie du complot, tu vois. Ça veut dire qu'on a inversé les valeurs et qu'aujourd'hui, quand je vois des petits jeunes qui sont là, alors il y a l'impression d'un gars qui est engagé, c'est qu'il est soit dans des théories complotistes, soit dans des trucs limite républicains, voire RN. Et ça me fait un peu flipper en vrai. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'on a raté? Alors, je ne rentre pas chez moi en me fouettant le dos, hein, ça va, tranquille. Mais quand même, j'ai une interrogation là-dessus en me disant, certes, je sais ce qu'est le capitalisme, je sais comment il est capable de prendre quelque chose et de le recracher. C'est d'ailleurs le cas de toutes les autres contre-cultures musicales, en tout cas, qu'on a connues ces 50 dernières années. Les hippies, les beatniks, enfin les beatniks, c'était pas que musical, loin de là. Le reggae, d'une certaine manière, s'est fait bouffer aussi, même s'il est resté des vrais, j'ai envie de dire. Et en même temps, j'aime pas dire ça, parce que qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une culture qui reste statique? Tu vois, c'est triste aussi une culture qui reste fixe, tu vois, c'est pas bon signe en général. Et moi, c'est toutes ces questions aussi là que ça pose pour moi. À la limite, il y a que les punks qui sont un peu, et encore, si on pense aux punks californiens, etc., c'est même pas si vrai, tu vois. Mais il y a que les punks limite qui ont évité ce truc de la récupération, peut-être parce qu'ils se sont brûlés à la vie bien plus que nous, encore les rappeurs, et malheureusement dans le rap et dans le hip-hop, il y a beaucoup de décès précoces, de choses tristes qui se sont passées aussi. Donc c'est là-dessus où je suis assez perplexe aujourd'hui de dire que le hip-hop, déjà qui pour les jeunes est un objet, je pense, pas identifié, pas clair. Ça c'est vrai. Et le rap en tout cas, puisque moi je vais plus parler de rap, j'ai aucun vécu dans la danse. Le graffiti, j'ai du vécu par procuration, j'en ai pas personnellement non plus. Et les platines, c'est encore un autre sujet. Le rap, pour moi, il y a encore des petits îlots de contre-culture, mais non, en gros, si on présente le rap à un jeune de 15, 18, 22 ans aujourd'hui, pour moi, ça n'a plus rien de contre-culturel, quoi. Plus rien. Brian, tu voulais rajouter quelque chose et après à Solo aussi.
Bah, moi, le premier exemple, oui, je trouve l'argumentation carrément très scindée et vraiment pointue. Mais il y a plein de petits endroits où ça m'a interpellé, notamment quand on parle par exemple du rap et de l'aspect rébellion et contre-culture qui se serait dilué dans la chose. Par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, c'est PNL. Quand on parle ou on pense de PNL, on oublie juste que c'est des petits jeunes qui, de leur quartier, avec leur business et ainsi de suite, ont monté leur business et l'ont monté à un point où ils se sont positionnés dans l'industrie comme un électron libre. Si là-dedans, même qu'on aime bien leur façon de rapper ou pas et ainsi de suite, on ne voit pas la rébellion pure et dure et la plus virulente qui soit, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été loupé. Moi, c'est comme ça que je les considère. Je considère leur démarche plus que hip-hop, quoi. Non, mais ça, c'est vrai, dans le sens où PNL est souvent pris comme l'exemple ultime du do-it-yourself. Alors, je les ai pas cités, je les ai mis à part. Mais là-dessus, je suis assez d'accord. C'est un peu cet exemple ultime. Après, il y a ce truc de désenchantement. Si tu veux, il y a aussi un rapport qui s'est inversé à l'énergie. Alors, et l'énergie qu'il y avait dans le hip-hop des années 80-90. J'entends. Il y a eu toute une inversion. Alors, on peut parler du cloud rap, de plein de choses, etc. Tu me diras que la trap est bourrée d'énergie, que Griselda est bourrée d'énergie, mais Griselda appelle plus au boom bap, mais une énergie noire, ouais. Mais dans PNL, il y a plus un désenchantement que cette effervescence, en fait. Pour moi, ça reste hip-hop. C'est un des... comme bien sûr. On a de la soul, qui est le flower power, qu'on a PI. C'est une des couleurs. Mais ça reste dans cet esprit de rébellion et ainsi de suite. Après, pour ce qui était de l'ordre de l'aspect de transmission, là où moi, je suis très étonné quand on me dit que les nouvelles générations, on leur présente le hip-hop et que c'est un objet lointain, voire nébuleux et ainsi de suite, ben, je les regarde et je le dis, mais est-ce que vraiment tu t'y intéresses alors? Parce que si c'est si nébuleux que ça, nous, c'était très nébuleux pour nous, et je peux te dire qu'on a vraiment digué, comme on dit, pour savoir ce que c'était. Donc, on peut pas faire le travail pour tout le monde, et puis au bout d'un moment, je me dis, mais si ce truc te plaît et t'intéresse, c'est à toi d'aller vers. J'ai un peu l'impression qu'on revient à ce truc économique et de consommation où il faut qu'on ait pré-mâché le truc pour toi pour qu'il ait une forme de saveur. Ben, si tu kiffes la salive du voisin, tant mieux pour toi. Mais moi, je suis désolé, je préfère vraiment arriver dans mon truc et me dire qu'est-ce que c'est. Oh, la salive de la voisine, ça passe. Mais tout ça pour dire que c'est à chacun aussi, et quand je dis à chacun, pas juste en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe. Le hip-hop, il nous a rassemblés parce qu'on était toujours à faire les choses avec le voisin et ainsi de suite. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Nico et moi. Si j'ai excellé autant que j'ai pu exceller dans le break et ainsi de suite au début et qui m'a permis de me faire un nom, c'est parce que j'avais un partenaire comme lui. Et qu'à deux, ben en fait, lui, il cherchait autant que moi, et à deux, on cherchait encore plus, donc 2 fois plus. Et quand on parle, par exemple, du rap ou du contenu de cette culture aux jeunes, eh ben, j'ai pas l'impression qu'ils cherchent. J'ai l'impression que c'est effectivement le pré-mâché, tout cuit, et le service... c'est même plus du self-service. Je sais même plus comment le définir. Donc c'est ça, en fait, qui manque un peu, je trouve. Moi, je voulais juste revenir sur... on a parlé d'indépendance, ce qui est pour moi une chose totalement capitale dans quasiment tout ce que tu fais, tu vois. Et nous, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de conversations à l'époque avec Madge, parce qu'à la base, on est du 18e. Et moi, il m'a expliqué des choses, parce qu'avec Assassin, ils étaient en licence. Ouais. Voilà. Donc, c'est très compliqué à comprendre, mais c'est un contrat qui t'engage pas jusqu'à la fin de ta vie, et tu restes propriétaire de tes bandes, ce qui est très, très important. Et donc, Madge, il m'a expliqué plein de choses comme ça. C'est comme ça qu'on a bien monté Arsenal. Solo, il est venu me voir, on était en studio avec la Clica. Il nous a proposé de faire la BO de la haine. Premier disque d'or, gros buzz de ouf, tu vois.
Mais dans le 18e, on s'entraidait tous, tu vois. Texaco, j'en parle pas. On a monté différentes sociétés ensemble, les trucs, on faisait du street marketing, à n'en plus finir. Et voilà, mais on est toujours potes entre nous, tu vois. Mais moi, après, je suis rentré dans un délire avec mon partenaire chimiste, le chimiste, où à un moment, on s'est dit, on va les plier. On va les plier, les majeures compagnies. Et on l'a fait. On l'a fait. C'est-à-dire que quand on a signé notre label, on a fait exactement comme Assassin, sauf que par rapport à un groupe, on l'a fait sur un label, avec des options de sortie. C'est comme ça qu'on a sorti la Clica, Idéalgie et tout. On était en licence. Les gars, ils étaient vénères. Tu vois Olivier Caillard chez Barclay, ça passait encore, mais Pascal Nègre, il ne comprenait pas. Tu vois Après, je faisais les rendez-vous avec Chimiste. Un coup, il faisait le méchant, je faisais le gentil. Un coup, l'inverse. Tu vois Ah ouais. Donc l'indépendance, c'était ça qui... L'indépendance, c'est super important parce que tu vois, c'est comme à Hollywood, c'est les producteurs qui ont le final cut. Tu vois En fait, un réalisateur, il contrôle pas son produit, tu vois moi, je sais même pas comment j'ai réussi. À l'époque, on n'était pas beaucoup. Il y avait moi, Kenzie du Mystère Hammer, Benjamin Sulvanige, Seb Farran, truc et tout. Moi, je faisais mes rendez-vous directement avec Laurent Bounou à Skyrock. Il n'y a pas la maison de disques, elle y va, tu vois. Et j'ai réussi à placer... et quand j'ai placé Idéalgie sur Skyrock, franchement, hardcore. Mais Hardcore était diffusé sur Skyrock. Ah bah bien sûr, Heavy Rotation. J'ai dû faire quelques censures. Ah bah oui, quand même. Tu vois Donc... Enfin, beaucoup, non Non Quelques censures, mais c'est des trucs... C'est Laurent Bounot qui te demande de faire des censures Hein C'est Laurent Bounot qui te demande Bien de sûr. faire des censures. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça, c'est une forme d'indépendance, d'accepter qu'un boss d'une radio nationale te demande de censurer et tu censures? Ça, c'est de l'indépendance. Parce que après c'est la dépendance. Non, parce que moi, après, j'étais habitué au compromis. Non, ça, c'est pas mon genre. Ça, c'est... Non, mais... Non, mais j'aimais bien, à l'époque des maxi et tout, tu vois. Il y avait les versions pour les États-Unis avec des censures, tu vois. Oui. Donc moi, j'ai repris des censures de certains groupes, mais qui pour moi étaient plus hardcore que les vrais mots, tu vois. Je te mets des cris de lion, une meuf qui hurle, tu vois. Et en fait, tu comprends... tu comprends très bien que derrière le cri de lion est... explicite. Voilà. Et, mais après, t'avais des trucs hallucinants. Par exemple, ils m'ont fait censurer les crimes dont on accuse le GIA. Mais par contre, les attentats du FLNC en Corse, ça passe. Non, mais c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es là, truc et tout, tu vois. Mais reviens. Mais non, mais c'est pas... On parlait de l'indépendance. Ouais. Et Matt, je voulais rajouter un truc. Et des contre-cultures. Voilà, moi, De l'indépendance qui justement pourrait définir la contre-culture. Non, moi je voulais rajouter un truc, parce que tout à l'heure tu as dit un truc qui était très intéressant sur la transmission. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que, parce que le véhicule principal, historiquement, finalement, après la danse, dans un premier temps, de la culture hip-hop, ça a été le rap. Ce qu'il faut savoir, c'est que fin des années 80, tous les gens des groupes de rap sont dans le hip-hop. Aujourd'hui, bon, le chemin est différent. Mais à l'époque, tous les gens des groupes de rap, tous les rappeurs étaient dans la culture, étaient b-boys et adeptes de cette culture. Alors quand tu dis transmission, moi j'ai pas envie de dire un tel il a pas fait le taf, nous on l'a fait. C'est la faute à qui? C'est pas intéressant, c'est pas intéressant ça. Moi, enfin, on pourrait en débattre, mais c'est pas l'intérêt et j'ai pas envie de me centrer là-dessus.
bien que j'ai des opinions très tranchées là-dessus. Mais moi, j'essaie de voir ça avec le recul. Je me dis aujourd'hui, à 15-16 ans, si j'avais 15-16 ans, parce que moi, je suis rentré dans les mouvements et dans ces trucs-là très jeune, en fait. Donc, vers ces eaux-là. Aujourd'hui, j'aurais 15-16 ans en 2023. Mais j'ai pas envie une seconde de ressembler à ce que je vois du rap français. Enfin, à ce que je vois. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Si, il y a Benjamin Epps. Lui, on le voit moins. Mais oui, effectivement. Non, mais je veux dire, première chose. Deuxième élément sur lequel je me pose des questions. 40 ans, non, on va dire, allez, 30 ans de rap français mature. Hein, si on considère que ça commence avec un peu avant Rap Attitude, tout ça, bon, une grosse trentaine d'années de rap français mature. Dès qu'on voit une émission sur le rap français, le grand spécialiste, Fred de Skyrock. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et plus grave que ça, parce qu'à la limite, ça, mais plus grave, on va attendre l'essai des Français. Voilà. Plus grave que ça, c'est que toutes ces conneries de Skyrock, de machin, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se poser la question sur la transmission, la contre-culture. Toutes ces conneries de Planète Rap, là, ça fait 25 ans que ça dure. Combien de générations ont été mis dans le mauvais chemin avec toute cette merde? C'est ça, les vrais trucs, c'est ça. Les médias. Entre autres, la politique aussi. Quand les gens, peut-être vous le savez pas, mais moi je le dis, le business du rap français institutionnel et culturel, c'est mon opinion, est contrôlé par le Parti Socialiste de Paris. Il y a de la politique. Moi, une fois, je vais vous raconter une anecdote. En fin des années 90, j'étais dans le bureau de Laurent Bounot. À l'époque, on faisait des rendez-vous sur des questions de programmation pour Assassin et tout ça. Et Laurent Bounot, je sais pas, il me sort, tiens, ce week-end, j'étais au congrès des SOS Racisme. Je dis, mais qu'est-ce que tu foutais là-bas? Oh, c'est cool, ouais, mais ça mérite d'être écouté, non. Peu de temps après, il n'y a pas un mec qui s'appelle Malek Bouti qui est devenu conseiller spécial à Skyrock? Il vient d'où, Malek Bouti? Mais les SOS Racisme. Voilà. Donc, il faut se poser toutes ces questions. Si on regarde tout ça, c'est compliqué de maintenir un équilibre contre-culturel. Très compliqué. Nico, tu voulais rajouter quelque chose? Du coup, j'ai deux trucs à dire. Ah. D'accord. Bon, déjà, par rapport aux radios. Oui. Là, ça va être... je vais rebondir sur ce que dit Madge. Par rapport à Sky, c'est quand même Sky qui orientait vachement. Parce que moi, j'étais en maison de disque à l'époque. C'est-à-dire, t'envoyais tes morceaux à Sky. S'ils disaient non, la maison de disque te jetait. J'ai même assisté à des scènes un peu ubuesques où des grands rappeurs vraiment respectés chez nous. Le mec arrive, il donne son son, ouais, mais il faudrait quelqu'un de plus connu. C'était Oxmo. Il faut qu'il fasse un featuring avec un autre mec, Pete Bacardi, pour que son morceau passe. Il retourne en studio. Pour moi, c'est des trucs de fou, tu vois. Je bosse avec le mec des Raga Sonic, avec Big Red. On fait un album. Bono écoute, l'album il défonce. Et le mec dit, ouais, mais bon, maintenant il faut des trucs un peu plus jeunes. C'est-à-dire que ces gens-là ont orienté la musique qui était écoutée par la jeunesse et donc orienter la direction de notre culture parce qu'il fallait avoir de l'audimat, etc., leur écoute. Et finalement, on devenait, comment te dire, contre-culture, d'accord, mais contre-culture, t'en as rien à foutre de passer à la radio, etc. Mais comme t'as besoin de passer à la radio, tu veux vendre des disques, t'as envie d'exister. Oui, parce que le rap, c'est du commerce. Il faut quand même vendre des disques. Peut-être pas au début. Enfin, je sais pas. Quand quand les mecs commencent à rapper et tout, je me dis, enfin, on se pose pas la question. On veut vendre 2 millions de disques, non? Et quand on commence à danser, on se dit pas, on va faire les Jeux Olympiques non plus, tu vois. Mais quand tu fais un disque, tu veux le vendre? Non. Écoute, non mais pour te dire un truc, voilà. Ouais, tiens. Attends, laisse Solo, je finis juste. Je produis un groupe de rap cubain qui s'appelle Orichas en France. C'est du rap en espagnol. Est-ce que tu crois vraiment je kiffe la salsa? Je produis le groupe. Ok, on va voir les maisons de disques. J'ai du bol. C'est le moment où il y a Buena Vista Social Club qui éclate. On intéresse les maisons de disques. Mais quand je commence 2 ans avant, je fais du rap en espagnol en France. Tu crois vraiment que je me dis, putain, je vais en vendre 1 million? J'en ai rien à foutre. Mais non, je me pose même pas la question. Je suis en train de faire un truc que je kiffe. Merci. Avec des gens que je kiffe, de la musique que je kiffe. J'ai un coup de bol.
On arrive, on signe, là on est à presque à 2 millions d'albums, je synchronise dans plein de films, j'ai un Grammy, etc. Mais je me dis pas, si vraiment mon objectif c'était de me dire je vais vendre du disque, je vais aller contacter la gaffe pour faire le Il est beau le lavabo numéro 2, quoi, tu vois. Mais on s'en ils ont fout. essayé, hein. Ouais, voilà, mais du coup, les radios, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir un canal de diffusion, mais ce qui est moins vrai maintenant. C'est pour ça, quand je te disais que maintenant, finalement, le rap a gagné en indépendance, parce qu'il y a d'autres canaux qui sont pas maîtrisés par les radios, etc., dans le rap. Donc ça, c'est une force. Déjà, c'était un peu pour rebondir sur ce qu'avait dit Match par rapport à ça. Après, par rapport à la transmission. Voilà, là il y a un mec qui s'appelle Fado, c'est la nouvelle génération des b-boys. Je continue à m'entraîner avec eux, mais si après il veut poser des questions ou parler, il te le dira. Je continue à aller dans les salles, à transmettre ce que je sais faire, la danse, et donc il y a cette transmission. Mais à partir du moment où tu te retrouves avec une culture, parce que quand on dit c'est une culture mainstream, c'est vrai, il y a plein de gens, mais en vérité notre communauté à nous, en tout cas dans la danse, on est très peu. Donc ces échanges, ce côté un peu underground, etc. Il y a Erwan qui va venir, qui participe au truc. Bah, le mec, je m'entraîne avec lui dans mon sous-sol, etc. On continue à avoir ces contacts, on continue à avoir une sorte entre guillemets, de vrai hip-hop où tu fais les échanges, où tu transmets. Mais là, on parle de beaucoup de gens. Et moi, je pense que c'est la multiplication du nombre des personnes qui sont en contact avec cette culture qui fait que le côté contre-culture disparaît. Quand on était peu, on était entre nous, etc. On allait défoncer les trains. Avec Solo, on allait à Gare du Nord, on s'est fait arrêter, etc., etc. C'est bien. Quand on est peu, on va dans la salle, mais on est 15. Mais quand on parle quand on parle vraiment du hip-hop mainstream, c'est pas ça. C'est que ça passe à la télé, c'est que tu vas dans des cours, il y a plein de gamins qui dansent, qui veulent faire de la danse hip-hop, mais c'est des écoles où tu as 300-400 personnes. Mais ça, comment tu veux garder le truc un peu underground quand tu as 400 mecs qui sont alignés, enfin 400 gamins qui sont alignés ou 300 gamins, pas que pour le break, hein, et qui refont exactement ce que tu as fait. L'essence du truc, c'est pas ça. L'essence du truc, c'était justement aller chercher à droite, parce qu'on n'avait rien pour construire. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher tout ce qui nous entourait. Tu vois, on explorait un petit peu. Tu sais, c'est l'âme un peu d'exploration qu'ont les hommes depuis le début de leur existence. On regardait ce qui nous entourait. Avec ce qui nous entourait, on faisait quelque chose parce qu'on n'avait rien. Mais maintenant, c'est plus le cas. On a des gens qui viennent, ils se mettent en ligne, on leur monte un pas. On a des gens qui écoutent la radio, une radio qui nous dit ce qu'il faut qu'on passe pour passer à la radio. Ils écoutent et pour eux, le hip-hop, ça va être ça. C'est ça aussi qui a un peu amené tout ça dans une direction et qui l'a rendu plus mainstream. Mais il y a un côté encore... on a un mouvement, on a une culture, on a une communauté. Mais quand ça devient trop de personnes, trop de gens, à ce moment-là, c'est compliqué que ça reste une contre-culture, tu vois. Mais il y a encore un noyau avec des gens qui dansent, avec des gens qui s'entraînent, etc. Je vais juste prendre un contre-exemple. Vas-y, Emmanuel. Il y a un rappeur qui récemment a sorti un album qui s'appelle Indépendance. Ouais. Il a, au sens de Madge, redéfini un style musical. Il a complètement même brisé les frontières de ce qu'on pouvait appeler rap. Ce rappeur, il a fini le concert le plus emblématique de sa carrière par un hommage aux détenus. Ouais. Dans une société où globalement on est régulièrement en train de refaire des débats sur la peine de mort ou des conneries comme ça. Lui, il a dit hommage aux détenus, c'est les trucs les plus importants. Il a réuni tous les rappeurs de sa ville pour une compilation, donc côté collectif, culture hip-hop, etc. Sa musique elle-même, c'est quelque part le porte-voix des joies, des colères, de la conception du beau, de la vie en fait quotidienne des jeunes de quartier populaire, donc des jeunes à qui on n'autorise pas normalement la parole. Et pourtant, ce rappeur, c'est le plus gros vendeur de l'histoire du rap français, c'est Jul. Donc je sais que là, ça va donner normalement des boutons à mes collègues si je commence à dire que Jul est peut-être le symbole finalement sur une certaine définition de contre-culturel. Et en même temps, je voulais souligner aussi quelque chose par rapport à cette idée de mainstream et cette idée que le rap est central. Ce Jul, un des tubes les plus emblématiques de sa carrière, qui est Bande Organisée, ce clip, à un moment donné, qui a fait des centaines de millions de vues, à un moment donné, met en scène deux jeunes cagoulés qui envoient une pierre, enfin des pierres en gros, sur une voiture de police, au moment du couplet de Sosomanes. Alliance, syndicat de police,
commence à dire c'est pas normal, on demande au ministère de l'Intérieur de supprimer cette scène. Censure, donc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où, du coup, il y a toute cette ambiguïté entre, oui, quelque part, dans son expression spontanée, c'est contre-culturel, et en même temps, en tant qu'intégrée à l'industrie du disque et soumise à l'État français comme nous tous, bah, en fait, il y a une réunion avec les avocats de Jul, et ils décident de supprimer la scène en question du clip et de rajouter un bandeau au début du clip en disant « Ceci est une œuvre de fiction, etc. » Donc voilà, je pense que c'est un exemple qui résume un peu les ambiguïtés de tout ça. C'est qu'à la fois, on peut penser que c'est très mainstream, c'est le plus gros vendeur de l'histoire du rap français, et même lui, il se tape des plaintes d'alliance, et pour le coup, sur ça, il a cédé. Il y a des trucs où il n'a pas cédé, mais là, il a cédé. Nico, ouais, vas-y. Ouais, en gros, les paroles, ça parlait de quoi? Parce que si c'est juste montrer des mecs qui jettent un caillou sur... C'est le moment où Sosomanes dit je suis pisté par la banale, la banalisée, voilà. Okay. Donc c'est, en gros, oui, c'est pas un tract politique, mais c'est par contre le vécu très concret d'un jeune de quartier qui a été confronté au harcèlement policier, des choses comme ça. Après, c'est pas pour en faire plus que ça. Je voulais rebondir aussi sur la question des liens entre Parti socialiste et rap français, et monde du rap français et industrie du rap français. Je pense qu'en ce moment même, il y a des conférences qui se déroulent dans un lieu magnifique qui s'appelle la Place Hip Hop, et la Place Hip Hop a été dirigée pendant un moment par Rachel Kahn, une femme qui a été payée 3 000 € par mois, pendant que des activistes hip-hop, eux, n'étaient pas payés pour faire des conférences et pour diffuser justement, et des artistes aussi, et qu'aujourd'hui elle a rejoint la campagne d'Emmanuel Macron. Voilà, donc, voilà, ça confirme ce qu'a dit Madge. Je voulais rajouter un truc aussi par rapport à ce qui vient d'être évoqué sur le rapport. Ça aussi, c'est intéressant, le rapport du rap aux institutions et notamment aux syndicats de police et les procès et tout ça. Pour répondre à Nico, il n'y a pas besoin que ça soit intense. Hein. Non, mais je veux dire, les syndicats de policiers aujourd'hui, à plus forte raison aujourd'hui, ont un tel, je vais dire le mot pouvoir, ont un tel pouvoir que le moindre écart, le moindre truc qui les chiffonnerait, ou le moindre truc qui peut leur profiter d'un point de vue politique, ils se jettent dessus. Donc la question de l'intensité du propos ou de la gravité du propos ne rentre même pas en ligne de compte. Après, tout dépend de la manière dont on est capable de répondre aux flics. Si on regarde les histoires qu'il y a eu, les 2-3 histoires qu'il y a eu dans l'industrie du rap avec la police, Emmanuel, elle les connaît bien puisque tu es spécialiste. Alors on a eu NTM, Ministère Amer, Sniper, La Rumeur. Voilà. La Rumeur, c'est vraiment le plus long, et c'est même pas pour une chanson de rap. On est donc d'accord sur l'énumération. Je vais te dire là-dedans, selon moi, le seul différent qui a donné lieu à un procès politique en tant que tel, c'est La Rumeur. Oui, La Rumeur a décidé volontairement de... Voilà. D'ailleurs, ça fait une jurisprudence, c'est qu'on a le droit de dire aujourd'hui que la police tue en partie grâce à ce procès La Rumeur. Je vais te dire pourquoi je pense ça. Je pense ça parce que quand il y a eu cette histoire, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, La Rumeur a été attaquée, c'était début des années 2000, je crois, pour des propos qu'Amé, rappeur de La Rumeur, avait écrit dans un fanzine, où il disait, globalement, que les flics tuaient des gens dans les quartiers et n'étaient pas punis. Les rapports du ministère de l'Intérieur ne rendront jamais compte de tous nos frères assassinés dans les quartiers. Voilà, quand ils ont été attaqués, il y avait 2 solutions. Ou minorer le propos, ou rentrer dans l'art. Dire, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, des jeunes meurent dans les quartiers assassinés par des flics. C'est ce qu'a fait La Rumeur. Maintenant, on va parler de l'affaire NTM. NTM, c'était dans le sud de la France. Joe Star sur scène qui dit « Il y a des fachos chez les Bleus ». Je crois qu'un truc comme ça. La police, on lui pisse dessus et il montrait la police qu'il y avait dans il dit qu'il y avait des fachos dans la police. Quand les syndicats les ont attaqués, la défense, bon, je pense que ça leur échappe, hein, mais la défense qui a été adoptée n'est pas une défense politique. C'était une défense bidon, en fait. C'était de dire, non,
ça ne s'adresse pas aux policiers dans leur globalité, mais c'est... voilà, ça jouait sur de la terminologie. Et je pense qu'un procès politique, quand on dit qu'il y a des fascistes dans la police, oui, c'est vrai. À l'époque, il y avait un syndicat qui s'appelait le FPIP, qui est un rassemblement de flics radicalisés. Aujourd'hui, c'est encore pire. Ils sortent cagoulés dans la rue, armés, et ils vont à l'Assemblée nationale, en cortège, comme ça. Enfin, c'est surréaliste. Et donc, je dis juste que l'intensité de la réponse, elle est aussi, des institutions, elle est aussi en fonction de qui est en face. Et je vais raconter une dernière histoire, et je vais terminer là-dessus. En 98... on était à la fête de l'UMA, moi je représentais Assassin Productions et on était avec le MIB, sur le stand du MIB, à la fête de l'UMA. Et en même temps, on vendait des t-shirts, notamment le fameux t-shirt L'État assassine, avec les bavures policières recensées, je ne sais pas si vous connaissez ce t-shirt. Bon. Et le lundi matin, après la fête de l'UMA, donc je lis le Parisien, les news 93, là, le cahier central, et ça parle d'un môme, enfin un jeune, qui aurait été attrapé à la fête de l'UMA, mis en garde à vue pour un t-shirt L'État assassine du groupe Assassin. Donc moi je découvre ça dans les pages du Parisien, département. On reçoit à Corrida un coup de fil d'un flic, je sais plus d'où. Mais c'est là où ça se passe. Le mec me met un coup de pression. Voilà, nous on était le syndicat, machin, on a attrapé un môme à la Courneuve avec le t-shirt, et bon, il n'a pas eu de chance, il tombe sur moi. Il va falloir arrêter de vendre ce t-shirt. Ah bon? J'ai dit, monsieur, écoutez, faites ce que vous avez à faire. Nous, on est là. Vous voulez faire? Faites. On est là. Parce que je savais sur quel terrain moi j'allais aller. Je savais que j'allais sur le terrain de la violence policière. Pas des histoires de t-shirts, de machin. J'en ai rien à foutre, ça, moi. Eh ben, je peux vous dire que quand je lui ai répondu comme ça, il n'y a jamais rien eu. Et pourtant, nous, à travers Assassin, si on épluche les lyrics des morceaux de l'époque, il y en a des raisons de nous attaquer. Il y en aurait bien plus que d'autres. Et on nous a jamais attaqué. À l'inverse, 2017, un rappeur de Paris, Joel Feno, sort un titre qui s'appelle Bavure, avec Lamine Dieng. Il est du 20e arrondissement. Lamine Dieng, c'est un jeune homme qui a été assassiné par la police à ce moment-là. Donc c'est explicitement engagé. Il maintient cette défense au procès. Et ce qui se passe en fait, c'est que dès qu'il y a le procès, en fait, il subit du harcèlement policier dans son quartier. C'est-à-dire, on lui dit, les flics de son quartier commencent à dire, il est où Joel Feno? On va lui faire manger des bananes parce qu'il est noir, très pertinent. Ou des choses comme, s'il n'est pas content, il a qu'à rentrer chez lui. Ou alors, ils ont prétexté qu'à un moment, il conduisait un peu trop vite pour l'arrêter et dire, ah ben regarde, t'as des stupéfiants pour toi, etc. Donc en fait, la conséquence d'avoir fait Bavure, c'est-à-dire d'avoir fait un titre qui dénonce les violences policières, encore en 2017, c'est de subir du harcèlement policier quand on est un jeune de quartier populaire, qu'on n'a pas de label, de maison de disques derrière, qu'on n'a rien pour nous protéger. En fait, l'avocat qui l'a défendu, c'était un ami de Mokobé, je crois. Et qui du coup a dit à titre gracieux, s'il te plaît, est-ce que tu peux aider? C'est un jeune qui a eu des problèmes avec la police. Donc en fait, il y a un certain coût à rester contre-culturel, à rester critique. Mais ça concerne pas que le rap, ça concerne en fait à peu près tout le monde. Bah justement, tu dis que c'est le seul genre musical qui fait l'objet d'autant de procès. Donc comme le genre musical n'est pas complètement accepté par l'État, ça reste normalement une contre-culture. Parfois aux dépens de ceux qui le font. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plein de rappeurs qui aimeraient en fait être acceptés par la société. Ils veulent pas du tout être contre-culturels, mais juste pour ce qu'ils sont et pour ceux qu'ils représentent, ils vont subir une pénalisation, notamment de la part de l'État, beaucoup plus importante. Et donc ils sont contre-culturels malgré eux, on va dire. Brian? Ouais, non, je voulais juste dire, après c'est un conseil que je donne. Mais nous, quand on a sorti Idéalgie, si tu écoutes l'album Le combat continue de début à la fin, waouh, braquage en temps de crise, un keuf à qui je souhaite la mort, enfin voilà, tu vois. Mais après, ça je reviens sur le conseil. Moi, je verrouillais avec des gros avocats, en avance. C'est-à-dire que j'attendais pas que ça tombe. Tu vois, on a été interdit
sur des concerts, même avec la Clica, dans des mairies qui commençaient à se rapprocher de l'extrême droite et tout. Mais moi, quand je disais, après je ne donne pas mes avocats, mais c'est important, mais quand tu sors un gros cabinet, les autres ils se calment d'entrée. Donc voilà, mais... C'est ça, donc c'est le fric en fait qui gagnerait. Donc avoir de l'argent, ça permettrait de mieux se protéger, et donc du coup on devient... C'est le réseau, ouais, plus que l'argent. Mais c'est comme ça. Voilà, moi, ça m'afflige. Mais au moins, j'ai pu sortir mes albums tranquilles. Parce que, voilà, quand t'as... en fait, ils mettent ton dossier en dessous de la pile. Ils font, ah, laisse tomber. Ah ouais, c'est eux, ces avocats. Ça va être une prise de tête. Donc, voilà. Moi, je pense pas que ce soit aussi simple que ça, mais effectivement... C'est pas aussi simple que ça. Hein. Le réseau, c'est sûr que ça influe, et ça aussi, c'est une des choses, je pense, qui, au sein de cette culture, c'est un petit peu perdu, c'est le ralliement et le côté de tous ensemble, d'être une force. Et il y a un aspect, moi, de ce que j'entends là, de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a les deux extrêmes de l'arc. Il y a vraiment l'aspect commercial, néo-capitaliste et tout ce qu'on veut d'un côté, mais qui restera toujours les chiens de la casse de l'autre côté, là, qui veulent pas faire comme on leur dit et comme il faudrait qu'ils soient, ou que la société dans son ensemble attend qu'ils soient. Cet aspect-là aussi, il est toujours représenté. Donc, on a du mal, selon moi, à avancer groupé comme Madj dit qu'on a pu le faire à une certaine époque, ou Nico aussi. C'est que ce qui crée vraiment la subversivité de cette culture, c'était la manière qu'on avait de se regrouper. Mais il n'y avait pas de fric. Bon, j'en reviens aussi à ce qui se disait tout à l'heure, c'est que quand on rappait ou qu'on dansait et ainsi de suite, c'était pas le fric qui comptait, c'était d'être reconnu par tes pairs. Elle est là la différence. Aujourd'hui, les gosses, comme dit Nico, la masse, et eux, c'est pas le voisin d'à côté qui les intéresse. Ils veulent qu'on les voit à la télé, que ce soit eux la star, que ce soit eux le... Et ça, nous, on n'a pas fait grandir cette culture avec cet état d'esprit. On était contents déjà entre nous. Avant de vouloir vraiment conquérir le monde et ainsi de suite, on voulait déjà être certain que le copain à côté, il kiffe ce qu'on faisait et ainsi de suite. On était déjà dans ce rapport-là. Et quand on en attaquait un, c'était tout le monde qui se sentait attaqué, d'une certaine manière. On n'avait pas besoin de se le dire. Aujourd'hui, effectivement, moi, mon constat, c'est que... ceux qui se lancent dans le rap aujourd'hui, ils se lancent pas dans le rap pour les connotations de la culture hip-hop, ils se lancent dans le rap parce que c'est le meilleur moyen de passer de 200e à premier, et c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ouais. C'est plus une histoire de culture pour eux. Nous, on parle de culture, pour eux, il n'y en a pas. Là-dessus, je suis assez d'accord. Après, quand tu regardes les petites scènes indées, petites, pas forcément si petites que ça, si on prend un festival comme le Demi-Festival, tu vois que tous ces mecs se soutiennent entre eux. Et d'ailleurs, ça a même un truc qui est devenu un vase fermé où tu ne vois plus que les mêmes têtes, toujours tout le temps ensemble, des etc. Exceptions. Tu vois toute la clique, première ligne, QVB, etc. Ça doit sûrement parler un peu à Madj. Les scalpels, etc. Bon, eux, pareil, ils sont dans leur petit réseau entre eux. Effectivement, il existe encore des réseaux, mais c'est vrai que sur la nouvelle génération, je pense qu'il y a deux choses qui ont fait que ça a beaucoup changé. Et là, je vais peut-être parler comme un ancien, mais je crois d'ailleurs qu'il y a Fab, je l'ai vu là tout à l'heure, je lui ai serré la main. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir dans la culture hip-hop, c'est le DJ. Et il l'a perdu au début, milieu des années 2000. Il s'est mis à disparaître. Il est disparu. On parlait de Skyrock. Les émissions SP ont disparu. Elles étaient tenues par des DJ. Alors on peut dire ce qu'on veut de Cut Killer, de Pone, de Cut TB, etc. Mais c'est des mecs qui quand même... voilà, ils sortent pas de nulle part, ils ont taffé. Et Cut, je suis désolé, il est incontestable. Ou Pone, ou Damage, bref. Sur les albums de rap, les DJ ont disparu. Le rôle des mixtapes a disparu. Et à côté de ça, en plus, on a une révolution technologique qui a changé la façon de faire le rap, mais aussi la façon de le diffuser. Et je reviens au premier mot qui est sorti quasiment de cette rencontre, c'est diguer. Aujourd'hui, il y a une profusion d'offres de dingue.
Et surtout, le son vient à toi sur ton smartphone, même plus comme des pop-up. Pop-up, je parle comme un ringard des années 2000. C'est comme des réels, des stories TikTok, etc. Donc même maintenant, le format des sons a changé. Les sonorités, on a tué le sample, on a enlevé le DJ. Enfin, le DJ a disparu, ça pourrait être discuté de plein de raisons de pourquoi. Mais pour moi, c'est pas la faute des DJ. On a perdu les mixtapes, qui étaient quand même le moyen de découvrir et de faire émerger des gens. Et au final, qu'est-ce qui reste? Il reste des applicatifs, des algorithmes et un nombre de sorties incroyable où tu te fais bombarder toute la journée. Donc, hormis quelques jeunes passionnés, parce qu'il en reste, hein, d'ailleurs, je suis sûr que si on cherche un peu dans la salle, il doit y avoir des gens de 20-25 ans aussi. Moi, quand je vais dans certains concerts un peu indés, je vois aussi, alors c'est plus en province qu'à Paris, je vois aussi encore des jeunes. Mais en vérité, quelle place il reste pour nous et pour la transmission là-dedans? Et c'est ça qui est terrible, c'est que moi, quand je regarde le rap AD, que j'adore vraiment, pour lequel j'ai vachement d'affection, je pourrais sortir plein d'artistes que j'adore et qui essayent de se réinventer tout en restant sur leurs fondamentaux. Je vais prendre Cécène, tiens, qui est aussi graffeur en plus. Mais il y a un côté, sclérosé. On est paumé. Je le dis moi-même en tant que journaliste. Aujourd'hui, des fois, je me dis... Et pourtant je l'adore, et là il sort un truc qui va sortir mercredi qui défonce, c'est l'occasion de lui faire de la pub. Dabaz qui va enfin faire du vrai rap de daron comme ce que devrait être le rap de daron. Mais je vais encore me dire, et voilà, j'écris encore sur Dabaz pour les 500 mêmes personnes. J'ai ce plafond de verre, tu vois. Et peut-être que c'est moi qui fais mal les choses, tu vois. Mais moi-même, dans mon truc de m'intéresser à ces artistes, je vais pas me mettre à pleurer, hein, rassurez-vous, mais je suis démuni. Je me fais au bout d'un moment, mais à quoi bon en fait? Autant que j'aille juste à ces concerts, que j'arrête d'écrire, que j'aille passer 3 jours au demi-festival, que j'aille voir Iwan à Brest, et puis voilà, ou que j'aille au Vignol parce qu'il y a un concert engagé, et merci, au revoir, je vis ma petite vie tranquille, tu vois. À t'écouter, moi là, tu vois, Désolé, c'est la dépression. Le cinquantenaire bien tapé et ainsi de suite, je me dis, mais... La solution, elle viendrait d'où? Parce que là, on est en train de parler, c'est nous, des cinquantenaires, tout d'un coup, à qui on pose la question. Comment? Moi, je suis pas cinquantenaire. Mais je dis nous. Je parle pour ma génération et je dirais mes compagnons de Merci, combat. Merci, je viens de fêter mon anniversaire. Mais souhaitez-moi bon anniversaire. Bon anniversaire. 51. Comment est-ce que on sort de cette ornière-là et quelle est la proposition? Parce que nous, moi, je considère en tout cas que c'est même pas on a fait le taf, on a fait plus que le taf. Et j'ai un peu le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, on vient et puis on nous redemande de remettre une pièce à la machine. Mais normalement, là, moi, c'est l'heure de me reposer, quoi. Donc, je suis un petit peu égaré sur le fait qu'on parle des nouvelles générations comme si on avait quelque chose à leur apporter. Ben, quand est-ce qu'ils s'apportent quelque chose à eux-mêmes ou comment et à quel moment est-ce qu'on en arrive à une autocritique qui dépasse ce truc de génération? Moi, je pense, pour répondre à Solo, la différence entre nous qui sommes plus âgés, plus vieux, et les... Attends, je vais... Ouais, et les plus jeunes, c'est que c'est nous la seule chose. Ans. La seule chose sur laquelle on pourrait avoir un tant soit peu d'intérêt en ce qui nous concerne, c'est sur, je dirais, la part d'histoire qu'on peut tous et chacun raconter, transmettre. Et ça, c'est primordial parce que c'est ce qui permet de constituer le socle d'un patrimoine culturel. Absolument. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec les livres de Texaco, si tu veux bien prendre notamment, le juste, je voulais rajouter un autre truc. Je pense, pour te répondre, qu'il n'y a plus rien à faire. La seule chose qu'il y a à faire, c'est, je veux dire, l'histoire 40 ans de rap ou de hip-hop en France, on va pas la refaire, c'est fini. Les travers dans lesquels c'est parti, les conséquences qu'on peut trouver bonnes ou mauvaises, suivant qui on est, elles sont là, c'est fini. Donc le seul truc, c'est toujours garder à l'esprit, selon moi, d'être dans une démarche justement de contre-culture, ce qui ne veut pas dire obligatoirement politique ou pamphlétaire, mais d'être toujours dans quelque chose qui culturellement s'oppose à un modèle imposé, établi, dans lequel, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, j'ai jamais voulu m'inscrire. Et je pense que c'est ça qu'on a à faire. On n'a pas plus à faire que ça. On a juste à essayer que nous, on continue à véhiculer ce qu'on a à véhiculer et montrer à des plus jeunes que la vraie nature de cette culture. Voilà.
Mais, Mais oui, il faut mais continuer. faut continuer à le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Texaco. Voilà, je voulais arriver à tes livres que tu as sortis avec Larousse, parce qu'au départ, Larousse avait plus ou moins envie d'aller chercher du côté des beaux-arts ou des sociologues. Bah, et c'est... Déjà au départ, le livre il devait s'appeler Culture urbaine. Donc moi je leur ai dit direct, c'est juste pas possible parce que culture urbaine c'est un fourre-tout dans lequel, tu vois, justement les partis socialistes et autres, ils aiment bien mettre, ah là on met les jeunes de banlieue, les skateurs, Ouais, les basketteurs. Non, j'ai dit si on fait un truc ça s'appelle hip-hop, sinon on le fait pas. Et on met que des acteurs du hip-hop, on met pas un professeur des beaux-arts pour parler de graffiti, on met un mec qui a fait du graffiti, on met pas un professeur artistique de danse, non, on met quelqu'un qui a fait de la danse parce que c'est la base. Et pour rebondir sur ce que disait Madge, je pense qu'il y a une grosse différence entre ce que nous on a connu au départ et aujourd'hui, c'est que nous on a fonctionné par la passion. On n'avait pas de plan de carrière. Et là où les jeunes aujourd'hui, dès qu'ils commencent je ne vais pas généraliser, mais une grande partie, dès qu'ils commencent une discipline, quelle qu'elle soit, ils voient un côté plan de carrière, je vais me faire des sous, je vais faire un truc. Et donc, du coup, ça fausse tout. Pour rejoindre Nico, comme il dit, au départ, on était peut-être 1000, 2000. Tout le monde se connaissait, tout le monde donc on pouvait garder une espèce de norme, même si j'aime pas ce terme-là, de norme hip-hop. Aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. Et toutes les cultures, contre-cultures, quand elles se démocratisent, elles perdent de leur essence. Et c'est juste normal, tu vois, parce qu'il y a des gens... Avant, il fallait vraiment être déter, comme on dit, pour être dedans. Tu n'avais pas les informations, il fallait aller chercher tes informations, il fallait diguer dans tous les sens possibles. Et par contre, c'est ce que je ne comprends pas avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont un ami qui s'appelle Google. Ouais. Tu vois, et donc si tu cherches des informations, tu as toutes les informations qui sont à disponibilité. Mais je te jure qu'aujourd'hui, il y a des gamins de 15 ans, ils savent pas se servir de Google. Ils cherchent sur Snap. C'est juste j'en ai vu, donc je peux te le dire. Ils n'ont pas non plus la passion. Parce que si tu as la passion, tu vas chercher. Nous, on est parti prendre à l'autre bout du monde, prendre des bus pour aller voir des battles en Belgique, bosser un mois pour payer ton billet pour aller à New York pour la première fois. Comme tu vas à la Mecque en pèlerinage. Et en fait, au départ, le hip-hop, il nous a plus coûté d'argent qu'il nous en a rapporté. Et c'était pas le but qu'il nous en rapporte, c'était juste notre passion. Donc, excuse-moi, Tex. Vas-y. Mais par rapport à ce que tu disais, après, je suis la plupart des choses que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai toujours vu le hip-hop quasiment comme un sport. Donc, moi, personnellement, quoi que je fasse, j'ai voulu être numéro 1. Oui, mais t'as voulu être numéro 1, ça fait partie du hip-hop. T'es pas là pour perdre. Mais quand je parle de plan de carrière, je parle de plan de carrière. Mais moi, je veux dire, je vais faire ça et je vais gagner tant. Mais quand j'ai fait la station Louvre, je savais que j'allais partir à Fleury-Mérogis. Je savais. Mais je savais que j'allais être numéro 1. Quand j'ai fait la Clica Idéalgie, je savais que j'allais être numéro 1. Si, c'est numéro 1. Numéro 10, je laisse à d'autres gens. On parle pas de pécunier ni de matériel. Non, je te parle. Attends, la prison, il n'y a pas de passion. Oui. La reconnaissance de tes pairs. C'est inhérent au hip-hop. Ça. Quand tu rentres dans un cercle, que tu danses, t'es pas là pour perdre. Sinon, tu rentres pas dans le cercle. Voilà. Oui, d'accord. Quand tu fais du tu te disais pas... J'attends le chèque que le directeur va me faire ou que le patron de maison de disques. C'était pas ça. En prison, faut cantiner. Hein, t'attends le chèque de l'extérieur. Donc voilà. Donc la reconnaissance, il y avait un prix à payer à cette reconnaissance. Et c'est ce que je disais pendant que Tex parlait. Ouais, quand nous on a commencé d'aller te chiffonner par terre sur un carton. Ouais. Même attends, il fallait le vouloir, gars. Parce que tout le monde te regarde et te dit mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, mais c'est quoi son truc là? Mais de toute façon, c'est intrinsèque en nous, on n'a jamais fait reconnaissance. Le truc. Oui, on mais parle pas du monnaie sonnante et trébuchant. Non, c'est pas ça que je te parle. J'ai juste repris texte par rapport au fait d'être numéro 1 dans sa tête. C'est après, pour moi, si tu veux pas être numéro 1 dans ta discipline, quelle qu'elle soit. Reste chez toi. Reste chez toi, ou sinon tu auras juste accès au podium. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'as pas accès au podium. Tu viens et tu restes dans la foule. Mais si tu veux sortir du lot, mec, faut que tu te déchires. Et c'est ça. Ben oui, mais aujourd'hui, ils veulent se déchirer, mais pour les pépettes. Ils veulent pas se déchirer pour le message que ça véhicule et ce que ça dit à ceux qui ne sont pas comme toi. Nous, de rapper, quand on se met à rapper avec Tesquois et ainsi de suite, que je me rends compte qu'il y a un tournant dans son rap qui tout d'un coup se politise.
Moi, au début, je suis là, je dis, mais mec, moi, j'ai envie de sortir de la merde. Et ce que tu es en train de me proposer là, peut-être que c'est pas vraiment l'endroit où j'ai envie d'aller. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que, quoi qu'il arrive, je suis Renoir. Donc, c'est quand même le petit Blanco à côté qui sort un truc qui me caractérise tellement que je suis obligé de dire, ah, mais en fait, il a raison. Et c'est ça, t'es porté par quelque chose qui est plus grand que toi. Non, mais d'être porté par quelque chose qui est plus grand que toi. Oui. Et d'accepter ce truc-là et de te rendre compte pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais. Et au jour de... Pour moi, c'est ça qui s'est un peu perdu. L'envie qui motive les gosses, les jeunes à se lancer dans ces différentes disciplines. Tu veux dire l'envie d'avoir envie? C'est juste plus la même. C'est plus la même. Mais la société a changé aussi, quoi. Donc je peux pas m'attendre à ce qu'ils soient motivés comme moi et de se dire ouais, quand je fais du break, c'est pas grave si je salis mes habits et ainsi de suite. On est à autre chose maintenant. Ah bah ouais. Donc pour moi, il y allait vraiment toujours les deux. Culture, mais aussi contre-culture. Allez, je disais pas ça il y a 3-4 jours. Mais Brian, quand tu faisais des disques, tu voulais de l'oseille ou pas? Ouais. Tu voulais être numéro 1, tu voulais le respect, Ouais, tu voulais on la l'a reconnaissance. été. Tu sais que la Clica, on a et été... tu voulais de l'argent. Non, mais avec la Clica, à un moment, en fait, nous, on a représenté un truc, c'est-à-dire avec tout le respect que j'ai pour Assassin, NTM, IAM, tout ça et tout, tu vois. Le truc, à un moment, qui a choqué les gens, parce qu'on était avant Time Bomb, tout ça et tout, tu vois, avant Lunatic, ils étaient encore avec nous et tout, c'est qu'à un moment, on a voulu faire du rap américain en français. Et donc, en fait, avec plein de gens de notre génération, ou des plus jeunes, qui disaient « j'aime pas le rap français », tu vois. Et en fait, nous, on est arrivé avec un style à tous les niveaux, où à un moment, on a fait un blas, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est sorti la première année, en 95, bon, en plus, on était une grosse équipe de ouf, hein. Tout le monde disait qu'on était 300, ambiance Wu-Tang Clan et tout. Mais on n'était pas loin. Hein. Mais à un moment, les gens, ils ont des gens qui disaient, mais jamais j'aurais cru que j'allais écouter du rap français, tu vois. Alors que quand tu écoutes, moi après coup, note mon nom sur ta liste, par exemple, ou même des NTM et tout, tu vois, maintenant je kiffe grave, et sur le moment je kiffais, mais nous on voulait faire un autre truc, du rap américain en français, pas du rap français, tu vois, et là c'est ce qui a marché. C'est ce qui a marché, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, quoi. Et moi, je me rappelais, à un moment, avant, si t'étais pas NTM ou Assassin ou quoi, t'étais de la merde. Et ben nous, on a voulu que ce soit pareil pour nous. Si t'es pas de la Clica, si t'es pas dans notre style, t'es de la merde. Tu vois? Mais alors justement, avec Texaco et toi, si tu veux bien prendre le micro, Texaco aussi, vous avez imposé le street marketing. Donc c'est du business. Donc c'est un peu avant moi, mais après c'est du développement, c'est de faire en sorte qu'on vous voit plus, qu'on voit plus les artistes, qu'on utilise la rue pour promouvoir le ça allait hip-hop. super avec le Donc, graffiti en plus, tu vois. Ça allait super avec le graffiti. Ça allait bien avec le graffiti, la rue, forcément. On a développé ça à un moment où il n'y avait pas de médias hip-hop en fait. Rien. Donc c'était juste comme toujours dans le hip-hop, tu fais toi-même. Tu fais il n'y a pas de magazine pour parler de nous, il y avait à peine Skyrock et tout ça, vous savez qu'ils ne parleraient pas forcément de nous. Donc comment on fait pour promotionner un peu l'affiche, c'est tout. Un petit peu l'affiche, voilà. Et c'était même pas encore l'affiche vraiment hip-hop, c'était l'affiche, le journal des musiques du monde, tu vois. Toutes les musiques, ouais. Et on s'est dit, en fait, comment on va faire pour promotionner nos disques, puisqu'on n'a pas de médias. Donc on va dire, on va aller directement là où notre public se trouve. Au puce de Clignancourt, à Châtelet-Les-Halles, devant les soirées, devant les concerts, et après en stickage. Et encore une fois, comme dit Brian, tu vois, c'est l'action de faire du sticker, c'est du vandalisme. Donc c'est la plupart de nos street teams, c'était des gars qui venaient du tag en fait, parce qu'ils savaient où placer, comment placer, tu vois. Et c'était c'était limite une nouvelle discipline du hip-hop presque, tu vois. Mais c'était du business par contre, effectivement. Oui, mais t'avais quand même ce côté,
ce côté challenge, je veux être vu partout, tu vois, c'était une continuité Oui, du la tag. reconnaissance dont parle Ouais, exactement. Solo, être numéro 1 de toute façon, comme le sport de Brian et comme ton sport aussi. De toute façon, tu ne montes pas dans le ring sans l'idée de devenir numéro 1, de toute façon. Ce qui je trouve paradoxal un peu, c'est qu'il y a vraiment des aspects qui vampirisent toute l'énergie du truc. Et je dirais que je commence un peu, moi, personnellement, à être saoulé par le fait que dès qu'on parle de hip-hop, on ne fait que parler de rap. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, on oublie vraiment ce qui nous a... le moteur, pour nous, d'exister, d'avoir notre voix un minimum entendue, respectée, et tout ça, ça se perd, et on ne parle au bout d'un moment plus que de rap. Que ce soit le transmetteur ou le média qui soit le plus reconnu, c'est une chose, mais ce qui nous a porté, c'était qu'on traînait avec autant un graffeur que quelqu'un qui était forcé ou plutôt très formé sur la SAP, les signes de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai toujours mis le graffiti au-dessus de tout. Je l'ai dit dans plein d'interviews. Le graffiti, c'est la ligne de front. Parce que c'est illégal, tu vois. C'est la ligne de front. Et c'est pas parce que j'en ai fait tout ça et tout, mais ça continue. Et le graffiti, c'est vraiment... voilà, tu vois, c'est la ligne de front. Tu peux pas rester en arrière. Je pense que chacun voit sa discipline comme la ligne de front. Je te parle par rapport à l'illégalité. Alors, le beatboxer, je pense qu'il se considère lui aussi illégal dans la manière qu'il a d'aborder la musique et d'être... Ouais, mais il se fait pas arrêter par la police. Camarade, alors c'est aussi la manière de se confronter à la société. Tout le monde n'est pas aussi frontal que toi tu peux l'être. Mais moi j'estime que dans la subversivité, quelqu'un qui... Ah ça je suis d'accord. Mais alors donc... Alors, au niveau de la prise de risque. Mais la prise de risque c'est quoi ? C'est toi qui décides que parce que tu vas te confronter à la police, c'est ça la prise de risque ultime. Oh, écoute, ma dernière garde à vue, j'ai mal vécu. Ben alors tu vois, dis-toi que pour certains, ça va se passer d'une autre manière. Ce sera leur manière à eux de se mettre en confrontation avec l'uniformité qui est attendue d'eux. Non mais si je peux abreuver à la chapelle de Brian, c'est vrai que même avec la meilleure des intentions, et il a raison, intrinsèquement, le graffiti t'amène des emmerdes. Même si tu veux le faire de la meilleure des manières, à un moment donné, tu vas avoir des emmerdes. C'est sûr. Alors, ça c'est. Tu sais, moi je suis d'accord avec vous. Je dis juste que ça, par essence, ça met le graffiti, et c'est vrai, dans une position qui est parmi toutes les disciplines de cette culture très particulière. On peut aller en prison pour le graffiti, c'est vrai. Même si tu le fais en te disant bon, je fais un truc cool, je suis gentil, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes avec les condés. De toute façon, tu vas en avoir. Alors, messieurs, dames, c'est peut-être l'heure, excuse-moi, Solo, de peut-être vous donner la parole, parce qu'on va pas tarder à s'arrêter, parce qu'il y aura de la danse juste après. Nico nous a préparé un jam spécial pour cette journée exceptionnelle ici à Grande Contrôle. Si on peut prendre une ou deux questions pour ces messieurs et cette... Comment ? Une ou deux ? Ouais. Pour ces messieurs ou mademoiselles. Combien ils sont ? Ouais. Il va y avoir bagarre. Alors, qui prend le micro ? Du coup, je veux bien que tu te lèves et je vais répéter ta question. Ah mais c'est Fab, viens là toi. Qui veut ? DJ Fab est avec nous. On aurait dû mettre une musique là, tu sais, comme dans les Oscars, les Césars, tout ça. Pas besoin. Bon, ben, tout ce que j'entends de tout le monde, c'est magnifique. Et franchement, comme le dit Solo, il y a de l'opposé, il y a plein de choses, il y a l'underground qui existe toujours. Il faut juste comprendre une chose, c'est que moi, aujourd'hui, dans mon émission de radio que je fais tous les dimanches depuis 20 ans, 20 ans sur Génération, je gagne pas une thune pour faire les interviews des gens que je fais, qui des fois qui durent 2 heures, 1 heure, ou tous les mix des fois que je fais en rallonge pendant 2 heures. Juste savoir une chose, que, en fin de compte, tout ça, je le fais parce que je suis passionné. Mon argent, je le tire autrement. C'est pas la radio qui me ramène des thunes et qui me fait vivre. Je fais juste par passion. Passion, pourquoi ? Parce que je pense que cette culture, pour Solo, pour Brian, pour Texaco,
pour Madge, Nico et les deux plus jeunes, excusez-moi. Hein. Okay. Mais parce que j'ai vécu avec eux. Okay. C'est la même pour famille. nous, ça a été... Et toi, Yasmina. Et pour nous, cette culture, elle était fondamentale. Il n'y avait rien au démarrage. Vraiment rien. Donc quand on a commencé un peu à pouvoir contrôler des petites choses, on a laissé des pierres à gauche, à droite. Et moi, j'en fais partie des pierres. Donc mon émission, elle existe. L'underground existe. Il y a toujours des petites cellules qui existent. Et il y en a d'autres, peut-être que je ne les connais pas, mais elles existent. Peu importe comment le hip-hop il soit mainstream ou pas grave. Ceux qui sont dans le mainstream, en parlant de Jul, c'est parfait pour eux. Ceux qui sont de mon côté, qui sont dans l'underground, verront la lumière aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une oreille pour chaque personne et pour chaque emblème. Peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre culture, mainstream ou hip-hop, elle est là ce soir. On fait des conférences. Nous, il y a quelques années, on ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait absolument pas se rejoindre et s'asseoir et discuter comme ça de notre culture. Un, parce qu'on était beaucoup trop jeunes, parce que nous, on vivait notre truc à fond. Moi, il ne fallait pas me parler de... fallait pas me parler de tout ça. Aujourd'hui, j'en suis là parce que, avec le recul, je me dis, qu'est-ce que je vais laisser, entre guillemets, à mes proches, à mes enfants? Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper important pour nous, les plus vieux, d'écrire l'histoire comme vraiment elle a existé, ce devoir de mémoire, pour pas que dans 20 ans, ça soit galvaudé, qu'on raye le nom de Solo, qu'on raye le nom de GR, de Texaco, de Madge et de Nico. Parce que le hip-hop, c'est nous, parce que quand ça a démarré, il n'y avait rien. On a démarré, on a digué, on a voyagé sans argent, et on peut se le dire, on peut tous le dire, on a fait des galères de ouf pour aller voir des concerts, des soirées, des DJ, des battles, et même s'habiller. Croyez-moi qu'aujourd'hui, peu importe qui est gagnant, mainstream ou pas mainstream, le hip-hop, il est en place. Point barre. Ouais. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous et on va s'applaudir tous avec vous et avec nous. Merci d'être venus vraiment assister à ces échanges. Ah, lève le pied. Merci à tous d'être venus. À vous, Solo, Jerry Wing, Texaco, Brian, DJ Fab, Zo, Emmanuel et Nico Noki. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci à Virginie qui était à l'initiative de cette journée aussi avec Madge. On se retrouve au Jam pour aller voir des b-boys et aller voir Nico Noki. Merci beaucoup. Il y a des big girls aussi. Ah, génial. Il m'a rien dit, Nico. B-boy et big girl, évidemment. Quelqu'un sait où sont les toilettes? C'est là-bas. Là